7 facteurs d'expansion concernant le management stratégique. Tout d'abord, quelques principes issus de l'art de la guerre, écrits par Sun Tzu il y a, semble-t-il, 2500 ans. Principe numéro 1 de la responsabilité. Il dit, quand la guerre est gagnée, c'est grâce aux hommes. Lorsqu'elle est perdue, c'est grâce au général. Je pense que ça mérite d'être médité. Alors évidemment, pour pouvoir assumer un tel point de vue, on en arrive au principe numéro 2 de la formation des leaders, qui dit « si les généraux ne sont pas formés à fond, ils fléchiront intérieurement face à l'ennemi ». Il suffit juste de définir « formé » et « à fond ». Et quand on fait ça, on le compare avec notre formation à la conduite des hommes, et on découvre qu'il y a un petit décalage dans notre univers qui est resté centré sur les compétences logico-mathématiques, et qui ont, semble-t-il, un peu négligé le fait de travailler et de conduire des équipes humaines. Nous en arrivons au principe numéro 3, c'est qu'entre la direction et le terrain, eh bien, il y a ce qu'on appelle le middle management. Et Sun Tzu dit à leur propos, si les officiers ne sont pas soumis à un entraînement sévère, pas simplement un entraînement le samedi pour se maintenir en forme, mais un entraînement de compétiteurs, et je dirais même de compétiteurs de haut niveau, eh bien si on ne fait pas ça, ils seront hésitants et inquiets au combat. Ce qui nous amène au principe numéro 4 de la gestion des hommes, et il dit, pourvu que l'on traite les hommes avec bonté, justice et équité, vous voyez, ce sont quand même des mots qui sont forts, et qu'on leur fasse confiance, ce n'est pas écrit là parce que c'est un oubli de ma part, et qu'on leur fasse confiance, alors l'armée aura l'esprit d'équipe et tous seront heureux de servir leur chef. Je pense que ces 4 principes mériteraient de faire l'objet d'un atelier de réflexion et de voir comment on peut le convertir et le transférer dans notre univers de la société actuelle qui manifestement est quand même au milieu d'une guerre économique. Alors voyons maintenant les 7 facteurs. Tout d'abord la vision. En isoler les opportunités. Définir des axes stratégiques, le meilleur chemin pour la réaliser. Convertir ça en projet. Voilà. Établir une tour de contrôle. Assurer évidemment la communication des uns et des autres. Et tout ça grâce au lien qu'on appelle un bon système de valeurs. En ce qui concerne la vision, alors vous avez là une femme qui regarde au loin, mais en fait l'idée c'est plutôt de se projeter dans l'avenir en imaginant qu'on a réussi, de visualiser le succès, de définir une scène idéale. Alors c'est un travail qui devrait se faire en groupe, sur la base souvent de la vision, ou en tous les cas du cadre de l'orientation donnée par la direction générale et la présidence, et d'amener chacun à contribuer à pouvoir créer cette scène idéale. Quand déjà un groupe s'est entendu et a co-créé une scène idéale, c'est pas qu'elle a défini l'orientation, c'est pas son rôle, mais quand elle a pu s'identifier à une scène idéale, vous avez déjà créé là une condition numéro 1 de succès. Comment localiser véritablement les opportunités? Bien, basiquement, c'est ce qui manque à la scène idéale. Vous voyez, c'est la scène actuelle, il lui manque quelque chose. Si on l'avait, il y aurait la scène idéale. Donc comment on fait ça? On liste les compétences qui expliquent la scène idéale. Ensuite, on les évalue d'un côté au niveau de leur importance et de l'autre côté au niveau du degré de maîtrise. Ça peut être assez intéressant de faire ça soutenu par un logiciel qui permet de traiter rapidement des données et des évaluations. Et on se retrouve avec ces 4 zones. Et les petites misères, c'est des choses qui nous embêtent, mais finalement qui n'ont pas un gros impact. C'est plutôt dans le domaine du confort que ça se situe bien souvent, ou un petit peu notre image, on aimerait être plus riche, on aimerait avoir un meilleur hall, etc. Mais ça n'empêche pas de faire le business. Les petits plus, ce sont des forces que l'on a, mais qui n'ont pas un gros impact non plus. On a des forces, alors là les forces c'est intéressant d'en prendre conscience, parfois on n'en prend pas assez conscience d'ailleurs, mais par contre on ne va pas investir massivement là-dessus. On va investir sur ce qui manque à la scène idéale, ce qui manque à la scène actuelle plutôt, pour atteindre cette scène idéale, c'est ce qu'on appelle les opportunités. Donc c'est convertir nos faiblesses en opportunités. C'est un état d'esprit aussi. Donc maintenant que nous avons toute une liste d'opportunités, il va falloir un peu les hiérarchiser, voilà, et on va voir apparaître nos axes stratégiques. Et quand on a des bons axes stratégiques, eh bien très naturellement, chaque directeur qui est ici, chaque personne impliquée dans ce type d'activité,
va prendre un de ces axes, un ou plusieurs de ces axes, et pouvoir dès lors, sans même savoir comment ça va se faire, etc., pouvoir s'engager à faire ce qu'il faut pour que ça marche. Et c'est le contraire de j'attends d'avoir rempli 100% des conditions pour m'engager. Non, je m'engage et ensuite je remplis les conditions. Ce qui est vraiment l'attitude du leadership d'ailleurs. Les projets, c'est une étape très importante, c'est qu'entre l'idée et l'orientation générale, on aurait intérêt quand même à commencer à mettre ça dans l'axe du temps, je dirais à poser déjà les choses, et d'écrire un projet qui est une sorte de lettre de mission et qui est une interface entre le porteur du projet, ceux qui vont le réaliser et également la direction. Et un projet peut être structuré de la façon suivante. On l'a étudié, hein, il y a une façon de faire, mais ensuite on doit en faire une synthèse, ça tient en 2, 3, 4 pages maximum, où on indique précisément le but à atteindre global, les objectifs, qui sont souvent les étapes intermédiaires. On doit pouvoir en quelques lignes définir un petit peu l'enjeu, l'historique, d'où ça vient, tout ça. Avec la mécanique, c'est un synoptique qui permet de démontrer un petit peu la logique interne de ce projet pour l'expliquer en moins de 5 à 10 minutes à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le sujet. Le planning et le budget, ben, ils jouent ensemble. Les tâches on définit l'ensemble des tâches, on les met un peu dans l'axe du temps, et puis on se dit qui fait quoi. Voilà, donc on a, je dirais, un planning. Et même si c'est simplement expliqué ici, le budget, c'est le temps que ça, les estimations de temps et également aussi les devis que l'on peut faire pour telle et telle tâche, ce qui nous permet d'apporter des justificatifs, de joindre des justificatifs et de crédibiliser en fait notre projet. Le contrôle, c'est de donner à ceux qui vont s'assurer que les choses avancent normalement, leur donner du feedback. Le feedback peut être simplement, on fait le point régulièrement et on regarde où on en est. Hein. Ce contrôle est très très important à définir, ce qui nous amène d'ailleurs que si on dispose d'une bonne tour de contrôle, alors on n'abandonne plus arbitrairement les projets et on ne fait pas traîner en longueur des projets inutilement. Un tour de contrôle suppose de nommer un comité. Alors un comité, c'est pas 250 personnes, hein, c'est 3 personnes en fait, et c'est souvent les plus hauts cadres avec un assistant, quoi. Créer un tableau, ou même une assistance tournante, quoi. Créer un tableau de bord, en fait, c'est un tableau très très simple qui contient le nom du projet, un axe du temps, des deadlines et puis des drapeaux verts et rouges. Donc, naturellement, pour pouvoir créer quelque chose d'aussi simple, il faut qu'en amont, on se soit bien mis d'accord sur la procédure de contrôle. Ce qui nous amène à considérer certains aspects de la communication. Voyez-vous, une organisation, c'est un ensemble de personnes qui se partagent des tâches et qui entretiennent des relations, qui échangent des mots, des messages, des particules, etc. L'organigramme fonctionnel, c'est ce qui permet d'y voir clair. En fait, c'est le synoptique de l'organisation. C'est l'organisation. Ça permet de connaître ses lignes de com, de faire circuler l'information d'une façon rationnelle et que chacun puisse émettre, recevoir et relayer de l'information sans perdre inutilement du temps ou sans faire que des informations soient perdues et finalement portent préjudice à l'entreprise. Je signale ici que 80% du temps qui est perdu l'est parce qu'on n'a pas une organisation qui est clairement exprimée et connue de tout un chacun. Et puis il nous reste les valeurs, ces valeurs qui sont différentes dans chaque entreprise, mais qui finalement se recoupent toujours sur les mêmes. Et on a intérêt à chaque entreprise doit connaître sa personnalité profonde, que ce sont ses valeurs en fait. On aura intérêt à les écrire d'une façon ou d'une autre. Et puis surtout, le management supérieur a pour devoir de communiquer, d'encourager, de récompenser toutes les avancées dans ce domaine. Voilà, résumons. On se projette dans l'avenir, on détermine des priorités, on a déjà des axes qui relient la scène actuelle et la situation future. Tout ça est converti en projet, donc on peut commencer vraiment à travailler ensemble. Une bonne tour de contrôle pour s'assurer que l'on n'abandonne pas ou que l'on ne fait pas durer inutilement des projets. Par le biais d'une communication et un certain nombre de référents qui permettent de communiquer de façon rationnelle. Et je dirais un système de valeurs qui lie l'ensemble. Voilà, donc je vous propose que l'on
qu'on prenne un peu de temps et qu'on planifie une série d'ateliers pour travailler d'une façon coordonnée et ordonnée l'ensemble de ces facteurs clés d'expansion d'une entreprise.